Le son des rires m'a frappé avant même que j'ouvre la porte d'entrée. Pas le genre de rire qui vous accueille après une longue journée passée sur des chantiers de construction. C'était intime, conspirateur, le genre qui s'arrête quand la mauvaise personne entre dans la pièce. Sauf que ça ne s'est pas arrêté quand je suis entré. Ma femme, Jessica, se tenait près de l'îlot de la cuisine, sa main posée sur l'avant-bras de mon meilleur ami, Danny, comme si elle lui appartenait. Sa tête était penchée en arrière, la gorge exposée de cette manière qui m'était autrefois réservée, riant de quelque chose qu'il lui avait murmuré à l'oreille. Trop près. Danny s'appuyait contre mon comptoir en granit, celui que j'avais installé moi-même il y a 3 ans, comme s'il y appartenait plus que moi. « Salut, chérie », dit Jessica sans s'éloigner de lui. Sa voix portait ce ton faussement décontracté que les gens utilisent quand ils ont été pris à faire quelque chose qu'ils ne devraient pas, tu es rentré tôt. Danny se redressa, mais lentement, comme s'il tenait à ne pas être pressé. « Salut, Mike, je suis juste passé prendre les clubs de golf que tu as mentionnés. » Son sourire était trop large, trop confiant. Nous étions amis depuis le lycée et je connaissais tous ses travers. Il ne s'agissait pas de club de golf. Je posai ma boîte à outils plus fort que nécessaire. Le métal claqua contre le plancher en bois que j'avais refait l'été dernier. Quel club de golf? La question resta en suspens dans l'air comme de la fumée. Le rire de Jessica faiblit juste un instant, assez longtemps pour que je voie un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité avant qu'il ne disparaisse derrière une indifférence calculée. Ceux du garage, dit Danny, mais ses yeux se posèrent sur Jessica avant de revenir vers moi. Tu m'as dit que je pouvais les emprunter pour le tournoi de l'entreprise la semaine prochaine. Je n'avais jamais rien dit à propos de club de golf. Je ne jouais même pas au golf. Mais en les regardant là, toujours trop proches, toujours l'air d'avoir été interrompu au milieu de quelque chose de privé, j'ai réalisé que ce n'était pas une question de vérité. Il s'agissait de ce qu'ils pensaient pouvoir faire impunément. D'accord, dis-je, d'une voix neutre. Les clubs de golf. Jessica bougea alors, mettant enfin de la distance entre elle et Danny, mais cela semblait calculé plutôt qu'excuse. Elle se dirigea vers le réfrigérateur et en sortit une bouteille de vin, le truc cher que nous réservions d'habitude aux occasions spéciales. 2 verres étaient posés sur le comptoir, tous 2 à moitié vides. On buvait juste un verre, dit-elle. Comme si cela expliquait tout. Comme si cela rendait normal que ma femme reçoive mon meilleur ami dans notre cuisine pendant que j'étais au travail, le touchant comme si elle en avait le droit, riant de ses blagues comme si c'était les choses les plus drôles qu'elle ait jamais entendues. J'ai regardé ces 2 verres et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Juste vous deux? Danny est passé me voir, dit Jessica, et il y avait une pointe dans sa voix maintenant, un avertissement. J'ai mentionné que je me sentais seul avec tout le travail que tu as en ce moment. Seul. Le mot frappa comme une gifle. J'avais travaillé 60 heures par semaine pour payer la rénovation de la cuisine sur laquelle elle avait insisté, la nouvelle voiture qu'elle voulait, les vacances en Europe qu'elle avait réservées pour le mois prochain. Je m'étais donné à fond pour lui donner tout ce qu'elle demandait, et elle se sentait seule. Peut-être que je devrais partir, dit Danny. Mais il ne bougea pas vers la porte. Au lieu de cela, il regarda Jessica et elle le regarda en retour et quelque chose passa entre eux qui ressemblait à une conversation à laquelle je n'étais pas invité à me joindre. Tu n'as pas à aller nulle part, dit Jessica, ses yeux toujours sur Danny. Puis elle se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. N'est-ce pas, chérie? Le « chérie » dégoulinait de sarcasme. Je sentais la situation m'échapper. Je sentais que ce qui se passait ici se construisait depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. La façon dont ils se tenaient, la façon dont ils se regardaient, la façon dont ils semblaient tous les deux si à l'aise avec ce moment qui me poignardait le ventre. Ce n'était pas la première fois. En fait, dis-je, m'interposant entre eux. Je crois que tu devrais peut-être partir, Danny. La pièce devint silencieuse. Le visage de Jessica devint rouge, mais pas de gêne, de colère. Excuse-moi, dit-elle, sa voix assez perçante pour couper du verre. Viens-tu de dire à mon invité de partir? Notre invité, corrigeai-je. Dans notre maison. Ta maison? Jessica rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. La dernière fois que j'ai vérifié, mon nom était aussi sur l'acte de propriété. Danny leva les mains comme s'il essayait de désamorcer une bombe. Et les gars, ne faisons pas, non. Jessica le coupa, les yeux rivés sur les miens.
Faisons, Mike, qu'est-ce que tu insinues exactement ici? Je la regardais, vraiment, la femme que j'avais épousée il y a 8 ans, celle qui me recevait à la porte avec de vrais sourires et de vrais baisers. Quand avait-elle commencé à me regarder comme si j'étais une gêne? Quand avait-elle commencé à me faire sentir comme un étranger dans ma propre maison? Je n'insinue rien, dis-je doucement. Je demande à mon ami de partir pour que je puisse parler à ma femme. Et je te dis que ce n'est pas nécessaire, rétorqua Jessica. Danny ne fait rien de mal. Nous discutons. Nous sommes amicaux. Peut-être devrais-tu essayer un jour au lieu de te promener ici comme si tu possédais tout et tout le monde. Les mots restèrent suspendus entre nous comme un défi. Danny se déplaça inconfortablement, semblant enfin réaliser qu'il se trouvait au milieu de quelque chose de plus grand qu'un désaccord occasionnel. « Écoute, Jess, commença-t-il, et je l'ai remarqué. » La familiarité dans sa voix quand il prononça son nom. La façon dont ça roulait sur sa langue comme s'il l'avait pratiqué. « Peut-être que je devrais. »« Ne pars surtout pas, » dit Jessica en se tournant vers lui. « Ne le laisse pas t'intimider pour que tu partes. » Et c'est là que j'ai vu clair. Il ne s'agissait pas de Danny qui venait voir ma femme solitaire. Il ne s'agissait pas de club de golf ni de conversation amicale ni de toutes les fadaises qu'il m'avait racontées depuis que j'étais entré par la porte. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait de Jessica qui me montrait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec qui elle voulait dans notre maison et que je ne pouvais pas l'arrêter. Je n'essaie d'intimider personne, dis-je, gardant ma voix calme malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Je veux juste parler seul à ma femme. Eh bien, ta femme ne veut pas être seule avec toi en ce moment, claqua Jessica. Ta femme apprécie sa compagnie. Ta femme a une vraie conversation avec quelqu'un qui ne grogne pas et ne se plaint pas du travail tout le temps. Danny grimaça. Même lui pouvait voir à quel point elle avait dépassé les bornes. Jessica, dis-je, et ma voix portait désormais un avertissement. Arrête. Elle s'approcha de moi, assez près pour que je sente le vin sur son souffle. Assez près pour voir la défiance flamboyer dans ses yeux. Ou quoi, dit-elle. Qu'est-ce que tu vas faire, Mike? Me jeter dehors de ma propre maison. Me donner des ordres comme si tu étais mon père au lieu de mon mari? Je la fixais. Cette femme que j'avais aimée pendant plus de 10 ans. Cette femme avec qui j'avais construit une vie et je réalisais que je ne la reconnaissais plus. La Jessica que j'avais épousée ne m'aurait pas humilié devant mon meilleur ami. Elle ne m'aurait pas jeté mon dur labeur à la figure comme si c'était quelque chose dont on devait avoir honte. Elle ne m'aurait pas regardé avec un tel mépris. Je te demande de respecter notre mariage, dis-je doucement. Jessica rit. Elle rit vraiment et le son était comme des ongles sur un tableau noir. Respecter notre mariage, répéta-t-elle. Quel mariage, Mike? Quand avons-nous dîné ensemble pour la dernière fois? Quand avons-nous parlé d'autre chose que de factures et d'horaires pour la dernière fois? Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois comme si j'étais plus qu'une simple responsabilité à gérer? Ces mots firent mouche et elle le savait. La vérité était que je ne me souvenais pas de la dernière fois où nous nous étions vraiment connectés. J'avais été tellement concentré à subvenir à ses besoins, à lui donner la vie qu'elle disait vouloir, que j'avais cessé de prêter attention à ce dont elle avait réellement besoin. Mais cela n'excusait pas cela. Cela n'excusait pas Danny debout dans notre cuisine comme s'il y appartenait pendant que ma femme le touchait et riait avec lui et me faisait me sentir comme un étranger dans ma propre vie. Ça ne te donne pas le droit, commençai-je. Le droit à quoi? Jessica m'interrompit. Le droit d'avoir des amis? Le droit de m'amuser? Le droit de me sentir apprécié par quelqu'un? Le droit de me manquer de respect dans ma propre maison, terminai-je. Les yeux de Jessica brillèrent dangereusement. Elle fit un autre pas en avant, et je pouvais voir Danny dans ma vision périphérique, l'air de vouloir disparaître dans le sol. Ta maison, dit-elle lentement. Ta maison. T'entends-tu? C'est notre maison, Mike. Notre mariage, notre vie. Et si tu n'aimes pas la façon dont je la vis, elle marqua une pause, et je la vis prendre une décision, franchir une ligne qu'elle n'avait jamais franchie auparavant. Si tu n'aimes pas ça, dit-elle, sa voix froide et claire. La porte est juste là. Tu peux sortir quand tu veux. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Non seulement ce qu'elle dit, mais comment elle le dit, comme si elle le pensait, comme si elle y avait réfléchi. Comme si peut-être elle avait espéré que j'accepte son offre. Je la fixai, attendant qu'elle se rétracte,
qu'elle l'adoucit avec un sourire ou un rire ou un signe qu'elle ne le pensait pas comme ça, mais elle me regarda en retour, le menton levé en signe de défi, son message limpide. Dany s'éclaircit la gorge avec gêne. Peut-être que je devrais vraiment. Non, dit Jessica sans me quitter des yeux. Reste. C'est Mike qui a le problème ici. C'est Mike qui peut partir s'il n'est pas content. Et c'était ça. L'ultimatum que je n'avais jamais vu venir. Le choix que je n'aurais jamais pensé avoir à faire. Accepter cela, quoi que ce soit, ou partir. J'ai regardé Dany, mon ami depuis que nous avions 15 ans, et j'ai vu quelque chose sur son visage qui me disait que cette conversation était en retard depuis longtemps. J'ai regardé Jessica, ma femme, ma partenaire, la femme que j'avais promis d'aimer et de chérir, et j'ai vu une étrangère qui vivait dans ma maison, dormait dans mon lit, dépensait mon argent tout en planifiant ma sortie. Tu es sûr que c'est ce que tu veux, demandai-je doucement. Je veux que tu arrêtes d'agir comme si je t'appartenais, dit Jessica. Je veux que tu arrêtes de me traiter comme une possession que tu peux contrôler. Et je veux que tu arrêtes de faire en sorte que mes amis se sentent malvenus chez nous. Chez nous. Mais il y a 5 minutes, c'était, ma maison, quand elle me jetait mon nom à la figure sur l'acte de propriété. Les contradictions s'accumulaient et j'étais fatigué d'essayer de les comprendre. J'ai hoché la tête lentement, plus pour moi que pour elle. D'accord, dis-je. Jessica cligna des yeux comme si elle ne s'était pas attendue à ce que j'accepte si facilement. D'accord, répétai-je. Tu as raison. Si ça ne me plaît pas, je peux partir. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, devant les photos de famille au mur qui ressemblaient soudainement à des photos d'étrangers. Devant les meubles que nous avions choisis ensemble qui ne semblaient plus être les nôtres. Devant la vie que je pensais que nous construisions ensemble. Mike, m'appela Jessica. Et pour la première fois depuis que j'étais entré, elle semblait incertaine. Où vas-tu? Je m'arrêtai, la main sur la poignée de porte, et la regardai. Elle se tenait au même endroit, mais quelque chose avait changé dans son expression. Le défi était toujours là, mais en dessous, je pouvais voir la première lueur de doute. Tu m'as dit que la porte était juste là, dis-je. Tu m'as dit que je pouvais sortir quand je voulais, alors c'est ce que je fais. Je ne voulais pas dire, commença-t-elle. Si, tu voulais, la coupai-je. Tu pensais chaque mot. Et tu sais quoi? Tu as raison. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de rentrer à la maison et de trouver ma femme en train de recevoir un autre homme. Ça ne me plaît pas qu'on me fasse sentir comme un intrus dans ma propre maison. Ça ne me plaît pas qu'on me dise que je peux partir si ça ne me plaît pas. Le visage de Jessica était devenu pâle. Mike, ne sois pas ridicule. J'étais juste. Tu étais juste en train de me dire exactement ce que tu ressens, dis-je. Et maintenant, je te dis ce que je ressens. Je n'aime pas ça, Jessica. Je n'aime rien de tout ça. J'ouvris la porte et sortis dans l'air frais du soir. Derrière moi, j'entendis Jessica dire quelque chose à Dany, sa voix plus aiguë qu'avant, mais je ne me retournai pas pour écouter. Je refermai la porte derrière moi, et le son de son verrouillage sembla faire écho dans la rue calme de la banlieue. Pendant un instant, je suis resté là, sur le porche que j'avais construit de mes propres mains, regardant le quartier où nous avions prévu d'élever des enfants, où nous avions parlé de vieillir ensemble. Puis, j'ai marché jusqu'à mon camion, suis monté et me suis éloigné de la vie que j'avais cru mienne. J'ai passé cette première nuit dans une chambre de motel qui sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. Le genre d'endroit où la machine à glaçons sonne comme si elle mourait et où les murs sont assez minces pour entendre chaque conversation, dispute et réconciliation qui se déroule autour de vous. Cela semblait approprié. Je n'ai pas beaucoup dormi. Au lieu de cela, je me suis assis sur le couvre-lit rêche avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Pas le genre de liste que l'on fait quand on planifie des vacances ou qu'on organise un projet. Le genre que l'on fait quand votre vie vient d'imploser et que vous devez déterminer quelles pièces valent encore la peine d'être sauvées, compte bancaire, carte de crédit, police d'assurance, l'hypothèque, l'entreprise. 8 ans de mariage réduit à une feuille de calcul d'actifs partagés et de finances complexes. Mon téléphone vibrait constamment. Jessica appelait et envoyait des messages, ces messages oscillant sauvagement entre colère et panique. D'abord, c'est ridicule, Mike. Rentrez à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. Puis, tu es puéril. Dany est parti il y a des heures.
Et enfin, vers 2 heures du matin, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on arrange ça. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'essayais de la punir, mais parce que je ne savais vraiment pas quoi dire. La femme qui m'avait dit de partir si ça ne me plaisait pas me demandait maintenant de rentrer à la maison et d'arranger les choses. La femme qui m'avait fait me sentir comme un intrus dans ma propre maison était soudain prête à parler comme des adultes. Mais voici le problème avec le fait de franchir certaines lignes. Une fois que vous êtes de l'autre côté, la vue est différente. Assis dans cette chambre de motel, loin de la maison et de la vie que nous avions construite ensemble, je pouvais voir les choses clairement pour la première fois depuis des mois, peut-être des années. Travailler tard n'avait pas commencé récemment. Jessica s'était éloignée depuis longtemps, trouvant des raisons d'être n'importe où sauf à la maison quand j'étais là. Les critiques n'avaient pas porté sur mon emploi du temps. Il s'agissait de faire de moi le problème pour qu'elle n'ait pas à examiner son propre comportement. Et Danny était beaucoup plus souvent dans les parages ces derniers temps, passant quand j'étais au travail, appelant pour prendre des nouvelles de Jessica, s'insérant dans notre mariage comme s'il y appartenait. Au matin, j'avais pris ma décision. Pas concernant le mariage. Cela allait prendre plus d'une nuit blanche à résoudre, mais concernant la façon dont j'allais gérer ce qui allait suivre. J'ai conduit jusqu'à mon bureau, un entrepôt reconverti où je dirigeais mon entreprise de construction. Mon contremaître, Pete, était déjà là, passant en revue les affectations de travail de la journée avec l'équipe. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a envoyé tout le monde sur leur chantier. Nuit difficile, demanda-t-il, versant du café de la cafetière qui préparait depuis 5 heures du matin. Pete travaillait pour moi depuis 6 ans, depuis que j'avais lancé l'entreprise. Il avait 62 ans, avait traversé 2 divorces, et possédait le genre de sagesse pratique qui vient de faire toutes les erreurs au moins une fois. Jessica et moi, on s'est disputés, dis-je, acceptant le café avec gratitude. Je loge au Comfort Inn pour un moment. Pete hocha la tête comme si ce n'était pas la première fois qu'il entendait cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment sais-tu qu'elle a fait quelque chose? Parce que tu es là à 6 heures du matin, l'air de quelqu'un qui s'est fait écraser son chien. Et d'après mon expérience, c'est généralement ce qui arrive quand une femme décide qu'elle n'est pas contente du mari qu'elle a, je lui ai raconté la nuit d'avant. Danny, les verres de vin, l'ultimatum de Jessica. Pete écouta sans interrompre, hochant occasionnellement la tête comme s'il cochait des éléments sur une liste familière. Alors, quel est ton plan? Demanda-t-il quand j'eus terminé. Je n'en ai pas encore. Baliverne, dit Pete sans détour. Tu y as pensé toute la nuit. Quel est ton plan? Il avait raison. J'y avais pensé. À la maison, à l'entreprise, aux 8 années d'histoire partagée qu'il était difficile de démêler. À savoir si c'était quelque chose que nous pouvions réparer ou quelque chose que nous devions surmonter. Je vais voir un avocat, dis-je. Non pas parce que je veux un divorce, mais parce que j'ai besoin de savoir où j'en suis, ce qui est à moi, ce qui est à nous, ce qui se passe si ça dégénère. Pete hocha la tête en signe d'approbation. Intelligent. Tu veux le numéro de mon gars? Il s'est occupé de mon 2e divorce. Il m'a évité d'être complètement ruiné. Oui, dis-je. J'apprécierais cela. Pete nota l'information sur un bout de papier. Encore une chose, Mike. Quoi que tu décides de faire, ne la laisse pas te faire passer pour le méchant. Ne la laisse pas retourner la situation pour que tu sois celui qui s'excuse de son comportement. Ces mots sont restés avec moi alors que je traversais la ville pour me rendre au cabinet d'avocat de David Chen, un nom que j'ai immédiatement rayé de ma liste mentale et remplacé par David Morrison lorsque j'ai appelé pour prendre rendez-vous. La réceptionniste a pu me trouver un créneau cet après-midi-là. J'ai passé la matinée sur des chantiers, vérifiant les projets, parlant aux clients, faisant les choses normales qui semblaient surréalistes étant donné à quel point tout le reste était devenu anormal. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de Jessica, mais aussi d'autres personnes maintenant. Danny avait appelé 2 fois. Ma sœur avait envoyé un SMS demandant si tout allait bien. La nouvelle se répandait. À l'heure du déjeuner, je me suis assis dans mon camion devant un magasin de sandwich et j'ai finalement écouté les messages vocaux de Jessica. C'était une masterclass en manipulation émotionnelle. Mike, ça va trop loin. Je sais que tu es énervé, mais partir n'était pas la solution. Nous devons en parler comme des adultes matures. Je ne comprends pas pourquoi tu es si têtu. Danny est notre ami. Il est notre ami depuis des années. Il ne s'est rien passé. Rien ne devait arriver.
Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. D'accord. Je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments. Je ne voulais pas que ça donne l'impression que je voulais que tu partes. J'étais juste frustré. Nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions régler ça. Et enfin, Mike, les gens commencent à poser des questions. Danny a parlé de la dispute à sa femme, et maintenant elle m'appelle. Ta sœur a appelé pour te chercher. C'est embarrassant. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait. Maintenant, rentre à la maison. C'était ça. Le vrai problème n'était pas que j'étais parti. C'était que les gens étaient en train de découvrir pourquoi j'étais parti. Jessica s'inquiétait des apparences, de ce que nos amis et notre famille penseraient s'ils apprenaient que nous nous étions disputés parce qu'elle recevait un autre homme pendant que j'étais au travail. J'ai supprimé les messages sans répondre et j'ai roulé jusqu'à mon rendez-vous avec David Morrison. L'avocat était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 35 ans, avec le genre de costume impeccable et de poignées de main confiantes qui coûtaient probablement plus cher à ses clients, mais les faisait se sentir entre de bonnes mains. Son bureau donnait sur la rivière. Tout en verre et en acier et avec des meubles coûteux qui étaient censés impressionner. Alors, dit-il après que j'ai expliqué la situation, vous voulez connaître vos options ? Je veux savoir à quoi je m'expose si ce mariage ne peut être sauvé, dis-je. La maison, l'entreprise, tout ce que nous avons construit ensemble. Morrison sortit un bloc-notes légal et commença à prendre des notes. Depuis combien de temps êtes-vous mariés ? 8 ans. Des enfants ? Non. Contrat de mariage ? Non. Il hocha la tête, écrivant. Parlez-moi de la maison. Quand l'avez-vous achetée ? Qui est sur l'hypothèque ? Combien d'équité avez-vous ? Pendant l'heure suivante, nous avons tout passé en revue. La maison que nous avions achetée il y a 3 ans, l'entreprise que j'avais démarrée avant notre mariage, mais qui avait considérablement grandi pendant notre mariage, les comptes d'épargne et les fonds de retraite. Et tous les enchevêtrements financiers qui accompagnent le partage d'une vie avec quelqu'un. Voici la réalité, dit Morrison quand nous eûmes tout couvert. Le Wisconsin est un état de bien commun. Généralement parlant, tout ce qui est acquis pendant le mariage est considéré comme une propriété matrimoniale et est divisé à 50/50. Cela inclut l'augmentation de valeur de votre entreprise, la maison, l'épargne, tout cela. Même si j'ai construit l'entreprise. L'entreprise existait avant votre mariage, mais elle a grandi pendant votre mariage. Elle peut prétendre que son soutien, émotionnel, domestique, quel qu'il soit, a contribué à cette croissance. Ce n'est pas rare. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Alors, si nous divorçons, elle obtient la moitié de tout. Potentiellement, oui, mais c'est si vous divorcez. Êtes-vous sûr que c'est là que cela va ? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Hier soir, je pensais que nous pourrions nous en sortir. Aujourd'hui, après avoir écouté ces messages, je n'en suis plus si sûr. Morrison se pencha en arrière dans son fauteuil. Puis-je vous donner un conseil ? Pas en tant qu'avocat, vous ne m'avez pas encore engagé, mais en tant que personne qui a vu ce scénario se dérouler des dizaines de fois. J'ai hoché la tête. Ne prenez aucune décision permanente tant que vous êtes en colère. Mais n'ignorez pas non plus ce que votre instinct vous dit. Si votre femme reçoit d'autres hommes et vous dit de partir si ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème de respect. Et les problèmes de respect sont beaucoup plus difficiles à résoudre que les problèmes de communication. J'ai quitté son bureau avec un accord de provision que je n'avais pas encore signé et une tête pleine de chiffres qui me donnaient la nausée. La moitié de la maison, la moitié de l'entreprise, la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé, potentiellement alloué à une femme qui m'avait dit de partir si je n'aimais pas la façon dont elle me traitait. Mon téléphone sonna alors que je me dirigeais vers mon camion. Jessica de nouveau. Cette fois, je répondis. Dieu merci, dit-elle avant que je puisse dire bonjour. Mike, où es-tu ? Nous devons parler. Je suis en ville. De quoi veux-tu parler ? De la nuit dernière ? De tout ce malentendu ? J'ai réfléchi à ce que tu as dit, et tu as raison. J'ai été injuste avec toi. Danny était inapproprié, et j'aurais dû lui demander de partir. Les mots sonnaient répétés, comme si elle les avait pratiqués, comme si quelqu'un l'avait coaché sur ce qu'il fallait dire pour me faire rentrer à la maison.
D'accord, dis-je. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi d'autre? Je veux dire, de quoi d'autre veux-tu parler? Parce que ce n'est pas seulement à propos d'hier soir, Jessica. C'est à propos des 6 derniers mois. Le fait de travailler tard, les critiques, la façon dont tu m'as traité comme si j'étais une sorte de fardeau au lieu de ton mari. Il y eut une longue pause. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si, tu sais. Tu sais exactement ce que je veux dire. La question est de savoir si tu es prête à être honnête à ce sujet. Une autre pause. Mike, rentre juste à la maison. Nous ne pouvons pas régler ça par téléphone. Je rentrerai à la maison quand je serai prêt à rentrer à la maison, dis-je. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, à ce que je veux, à savoir si ce mariage est quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Bien sûr que ça vaut la peine de se battre. La voix de Jessica s'éleva. Mike, nous sommes ensemble depuis 8 ans. Nous avons une vie ensemble. Nous avons une maison. Nous avons des projets. Nous avons beaucoup de choses, l'interrompis-je. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons encore un mariage. Le silence s'étira entre nous. Quand Jessica reprit la parole, sa voix était plus petite, moins assurée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu réfléchisses à pourquoi je suis parti, dis-je. Vraiment, réfléchis-y. Pas à comment me faire revenir, mais à ce qui a fait que je me suis senti obligé de partir en premier lieu. Et ensuite? Et ensuite nous parlerons quand nous serons tous les deux prêts à être honnêtes sur ce qui s'est passé ici. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et je suis resté assis dans mon camion pendant longtemps, fixant l'accord de provision sur mon siège passager. Je ne l'avais pas encore signé, mais je ne l'avais pas jeté non plus. Il était là comme une possibilité que je n'étais pas prêt à embrasser, mais que je ne pouvais pas tout à fait écarter. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Danny. Et l'ami, on peut parler? Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je regardai le message un instant, puis le supprimai sans répondre. Si Danny voulait s'expliquer, il pouvait le faire à Jessica. J'en avais marre d'être l'ami compréhensif qui faisait semblant de ne pas remarquer quand les gens franchissaient des limites qu'ils n'avaient rien à faire de franchir. Cette nuit-là, je restais dans la même chambre de motel. Non pas parce que je ne pouvais pas me permettre mieux, mais parce que l'inconfort me semblait approprié. Comme une pénitence pour avoir laissé les choses aller si loin sans les aborder. Comme un rappel que les vies confortables peuvent disparaître plus vite que vous ne le pensez quand les gens en qui vous avez confiance décident qu'ils veulent quelque chose de différent. J'ai commandé une pizza et étalé les documents financiers sur la petite table près de la fenêtre. Actifs et dettes, rêves et obligations. 8 ans à construire quelque chose ensemble qui pourrait devoir être divisé en deux. Dehors, j'entendais la vie des autres continuer, des voitures démarrant, des portes se fermant, des conversations et des rires, et les sons ordinaires des gens vaquant à leur routine du soir. À l'intérieur, je m'assis au milieu des décombres de mon mariage et j'essayais de comprendre ce qui allait suivre. Mon téléphone resta silencieux. Plus d'appels de Jessica. Plus de SMS de Danny. Soit ils me laissaient l'espace que j'avais demandé, soit ils utilisaient ce temps pour préparer leur prochain coup. Je me suis endormi quelque temps après minuit, toujours entièrement habillé, les documents juridiques éparpillés autour de moi comme les pièces d'un puzzle que je n'étais pas sûr de vouloir résoudre. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués. Pas de Jessica cette fois, mais de ma sœur Sarah, de Pete, de 3 clients différents, et de numéros que je ne reconnaissais pas. L'horloge sur la table de chevet indiquait 6h47 du matin et mon téléphone vibrait de nouveau. Mike. La voix de Sarah était tendue d'inquiétude quand j'ai répondu. Dieu merci. Où es-tu? Je vais bien, dis-je, me redressant et regrettant immédiatement la façon dont j'avais dormi. Mon dos me faisait l'impression d'avoir été percuté par un camion. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Jessica m'a appelé à minuit en pleurant, disant que tu l'avais quitté et qu'elle ne savait pas où tu étais. Elle a dit que tu avais eu une sorte de dépression, que tu agissais de manière paranoïaque et jalouse, qu'elle était inquiète pour ton état mental. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Quand l'approche directe n'avait pas fonctionné, Jessica était passée à la construction d'un récit. Pauvre Jessica, abandonnée par son mari instable, qui ne pouvait pas supporter qu'elle ait des amis masculins. Je n'ai pas eu de dépression, dis-je. Jessica et moi,
On s'est disputé. Je reste dans un motel pendant qu'on règle les choses. Une dispute à propos de quoi? Je racontais la vérité à Sarah. Sur le fait de rentrer à la maison et de trouver Jessica et Danny ensemble. Sur les verres de vin et les rires intimes. Sur le fait que Jessica me dise de partir si ça ne me plaisait pas. Sarah écouta sans interrompre, ce qui était inhabituel chez elle. Ma sœur avait des opinions sur tout, et elle les partageait généralement bruyamment et fréquemment. « Oh, Mike, dit-elle quand j'eus terminé. Je suis désolé. J'aurais dû savoir qu'il y avait plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Jessica m'a appelé en pleurant. Mais elle était aussi. Je ne sais pas comment le décrire. Comme si elle jouait un rôle. Comme si elle s'assurait que j'entende certaines choses. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était inquiète pour toi. Comment tu avais trop travaillé et agi bizarrement. Comment elle pensait que tu pouvais avoir une sorte de crise. Elle assure ses arrières, dis-je. S'assure que tout le monde entende sa version en premier. Tu vas bien? Vraiment? J'ai regardé autour de la chambre de motel, les documents juridiques toujours éparpillés sur la table, mes vêtements froissés, la vie que j'avais quittée moins de 48 heures auparavant. Je suis en train de comprendre, dis-je. Après avoir raccroché avec Sarah, je me suis douché et j'ai conduit jusqu'au bureau. Pete attendait avec du café et une expression sombre. Il faut qu'on parle, dit-il, faisant un signe de tête vers mon bureau privé. Je le suivis à l'intérieur et fermai la porte. Pete ne perdit pas de temps en politesse. J'ai reçu un appel ce matin de Tom Bradley, dit-il. Tom était l'un de nos plus gros clients, un promoteur qui utilisait notre entreprise depuis 3 ans. Il voulait savoir si tout allait bien avec l'entreprise, si nous avions des problèmes financiers. Pourquoi penserait-il cela? Parce que quelqu'un a dit à sa femme que Jessica et toi alliez divorcer, qu'il pourrait y avoir des problèmes avec l'entreprise, qu'il devrait être prudent avant de signer de nouveaux contrats avec nous. Je sentis le sang me quitter le visage. Quelqu'un lui a dit. Sa femme joue au tennis avec Jessica. Les implications me frappèrent comme un coup physique. Jessica ne se contentait pas de gérer le récit avec nos amis et notre famille. Elle sapait activement mon entreprise, semant le doute sur ma stabilité, la fiabilité de ma compagnie, ma capacité à honorer les contrats. Pete, dis-je lentement. Combien de nos clients ont des épouses qui sont amies avec Jessica? L'expression de Pete me dit qu'il y avait déjà pensé. Trop nombreux. J'ai passé la matinée à passer des appels, à contacter des clients, à les rassurer sur la stabilité de l'entreprise, et à leur faire comprendre que les problèmes personnels que je pouvais rencontrer n'affecteraient pas nos relations professionnelles. La plupart d'entre eux étaient compréhensifs, mais j'entendais l'incertitude dans leur voix. Une fois le doute semé, il est difficile de le déraciner. Vers midi, Danny est arrivé au bureau. Je l'ai vu par la fenêtre de mon bureau en train de parler à Pete à l'accueil. Pete a pointé du doigt ma porte et Danny a commencé à marcher vers elle. J'ai eu environ 10 secondes pour décider comment j'allais gérer ça. Mike, dit Danny, frappant à ma porte ouverte. On peut parler? Il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés et il avait des cernes sous les yeux. Bien. Entre, dis-je. Ferme la porte. Danny s'assit en face de mon bureau. Et pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Cet homme avait été mon meilleur ami pendant 25 ans. Il avait été mon témoin à mon mariage. Il m'avait aidé à emménager dans la maison où je l'avais trouvé hier, debout trop près de ma femme, agissant comme s'il appartenait plus là que moi. Je veux expliquer, dit-il. D'accord, explique. Danny se déplaça sur sa chaise. Ce n'est pas ce que tu penses. Jessica et moi, nous ne sommes pas, il ne se passe rien entre nous. Définis rien. Nous sommes amis. Nous parlons. Elle a été malheureuse, Mike. Elle s'est sentie négligée, comme si tu ne la voyais plus. Et tu t'es porté volontaire pour l'écouter? Je me soucie de vous deux. Je voulais aider. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai étudié son visage. Danny avait toujours été un bon menteur. C'est ce qui le rendait si bon dans l'immobilier, mais je le connaissais depuis assez longtemps pour voir au-delà du vernis. Depuis combien de temps, demandai-je. Combien de temps quoi? Depuis combien de temps aides-tu ma femme à se sentir moins négligée? La mâchoire de Danny se serra. Ce n'est pas comme ça.
Réponds à la question. Quelques mois. Elle m'a appelé un jour, contrarié par quelque chose que tu avais dit. J'ai écouté. C'est ce que font les amis. Les amis ne se touchent pas comme tu l'as touché hier. Je n'étais pas, Danny commença puis s'arrêta. D'accord. Peut-être que j'étais trop familier. Peut-être que j'ai franchi une ligne, mais il ne s'est rien passé, Mike. Rien de physique. Encore. Le mot resta suspendu entre nous. Le visage de Danny devint rouge. Ce n'est pas comme ça, répéta-t-il. Mais sa voix manquait de conviction. C'est comment alors? Explique-moi, Danny. Explique-moi comment tu t'es retrouvé dans ma cuisine, à boire du vin avec ma femme, à la toucher, à la faire rire, à agir comme si tu avais tout le droit d'être là. Danny resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était défensive. Elle avait besoin d'un ami, quelqu'un qui l'appréciait, qui la faisait se sentir valorisée. Tu étais toujours au travail, toujours concentré sur l'entreprise, toujours la traitant comme un simple élément de ta liste de choses à faire. Alors tu as décidé d'intervenir et de lui donner ce que je ne lui donnais pas, j'ai décidé d'être là pour quelqu'un qui souffrait. Mensonge. Le mot sortit plus fort que je ne l'avais voulu. Tu as décidé de te jeter sur ma femme pendant que je travaillais pour la soutenir. Tu as décidé de jouer le rôle de l'ami compréhensif qui la comprend vraiment pendant que j'étais dehors à gagner l'argent qui payait le vin que tu buvais. Danny se leva brusquement. Tu sais quoi, Mike? Peut-être que Jessica avait raison. Peut-être que tu es trop contrôlant, trop possessif. Peut-être que le problème n'est pas qu'elle a des amis. Peut-être que le problème est que tu ne supportes pas de ne pas être le centre de l'attention à chaque seconde de chaque jour. Dehors. Quoi? Dehors de mon bureau. Dehors de ma vie et reste loin de ma femme. Le visage de Danny passa par plusieurs expressions. Surprise, colère. Quelque chose qui aurait pu être du regret. Mike, allez. Nous sommes amis depuis. Depuis que nous sommes enfants. Je sais. Mais les enfants grandissent, Danny. Et les hommes adultes ne trahissent pas les mariages de leurs amis. Je n'ai rien trahi. Tu étais dans ma maison à boire mon vin, à toucher ma femme, à saper mon mariage. Comment appellerais-tu ça? Danny me regarda un instant, puis secoua la tête. Tu fais une erreur. Jessica t'aime, mais elle ne supportera pas ce comportement jaloux et contrôlant pour toujours. Si tu continues comme ça, tu vas la perdre. Peut-être, dis-je, mais je préfère la perdre honnêtement que la garder en faisant semblant de ne pas voir ce qui se passe sous mes yeux. Danny partit sans un mot de plus. Par ma fenêtre, je l'ai vu monter dans sa BMW et s'éloigner. 25 ans d'amitié envolés en une conversation de 10 minutes. Mais voilà le truc, je ne me sentais pas mal. Je me sentais soulagé, comme si j'avais enfin cessé de faire semblant que des trahisons évidentes étaient d'innocents malentendus. Mon téléphone sonna. Jessica. Que as-tu dit à Danny, exigea-t-elle sans préambule. Je lui ai dit de rester loin de toi. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Danny est mon ami et tu n'as pas à décider à qui je peux parler ou non. En fait, j'ai le droit d'avoir une opinion sur qui ma femme fréquente. Surtout quand cette personne est censée être mon ami aussi. C'est exactement ce dont je parle, dit Jessica, sa voix s'élevant. Ce comportement contrôlant, possessif. Mike, tu fais peur aux gens. Quels gens? Tout le monde. Ta sœur est inquiète pour toi. Danny pense que tu pourrais avoir une sorte de dépression. Même Pete m'a demandé si tu allais bien quand j'ai appelé le bureau pour te chercher. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Tu as appelé Pete? J'étais inquiète. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu ne rentres pas à la maison. Et maintenant tu coupes nos amis. Qu'est-ce que je suis censé penser? Tu es censé penser à pourquoi ton mari a senti qu'il devait quitter sa propre maison. Parce que tu es irrationnel et jaloux. Parce que tu m'as dit de partir si je n'aimais pas la façon dont tu me traitais. Il y eut une pause. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment l'as-tu dit alors? Je voulais dire j'étais frustré. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Mais cela ne justifie pas que tu disparaisses pendant 2 jours et que tu fasses croire à tout le monde que j'ai fait quelque chose de terrible. N'est-ce pas? Une autre pause. Plus longue cette fois. Mike, rentre juste à la maison,
s'il te plaît. On peut régler ça, mais pas comme ça. Pas avec toi caché dans un motel, refusant de me parler, montant nos amis contre moi. Je ne monte personne contre toi. Je ne te couvre plus, c'est tout. Me couvrir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas faire semblant que ce que j'ai vu l'autre soir était innocent. Je ne vais pas sourire et jouer le jeu pendant que toi et Danny agissez comme si vous étiez les victimes ici. Et je ne vais pas te laisser réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant. Tu es le méchant. La voix de Jessica se brisa. Tu détruis notre mariage pour rien. Si ce n'est rien, alors pourquoi es-tu si bouleversé de le perdre? La question sembla la prendre au dépourvu. Un instant, la ligne resta silencieuse, sauf le bruit de sa respiration. Je suis bouleversée parce que mon mari m'a quitté, dit-elle finalement. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle semblait sincèrement blessée plutôt que colérique ou manipulatrice. Ton mari est parti parce que sa femme le lui a dit, dis-je doucement. Et parce qu'il en avait marre de se sentir comme un étranger dans sa propre vie. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme un étranger. Mais je l'ai fait. Et je dois savoir si c'est quelque chose que nous pouvons réparer ou quelque chose que nous devons accepter. Combien de temps cela va-t-il prendre? Je ne sais pas, Mike. Je ne peux pas attendre indéfiniment pendant que tu règles tes sentiments. Nous avons une vie ensemble. Nous avons des responsabilités, des engagements, des gens qui dépendent de nous. Nous avons une hypothèque et des comptes bancaires communs, corrigez-je. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une vie ensemble. C'est une chose horrible à dire. Peut-être que oui, mais c'était aussi vrai. Et j'en avais marre d'éviter les choses vraies juste parce qu'elles étaient inconfortables. Je t'appellerai demain, dis-je. Mike, attends. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Devant mon bureau, je voyais Pete parler à un de nos nouveaux employés, lui expliquant probablement pourquoi le patron agissait bizarrement, pourquoi il y avait des rumeurs sur la stabilité de l'entreprise, pourquoi les clients appelaient avec des questions sur les contrats et la fiabilité. J'avais 42 ans et ma vie s'effondrait en temps réel. Ma femme sapait mon entreprise tout en se prétendant victime de ma jalousie. Mon meilleur ami se positionnait comme le protecteur de ma femme tout en niant tout comportement inapproprié. Mon mariage devenait un spectacle public qui menaçait tout ce que j'avais travaillé à construire. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de voir clair. Le brouillard de confusion et de doute que j'avais en tête se dissipait. Et ce que je voyais en dessous n'était pas joli, mais c'était réel. J'ai pris l'accord de provision que David Morrison m'avait donné et je l'ai signé. Puis j'ai appelé son bureau et j'ai pris un autre rendez-vous. Il était temps d'arrêter de réagir et de commencer à planifier. La deuxième rencontre avec Morrison fut différente. Cette fois, je n'étais pas un mari confus cherchant des options. J'étais un homme se préparant à la guerre. Vous avez donc décidé, dit Morrison, regardant l'accord de provision signé. J'ai décidé de me protéger, dis-je. Que cela mène au divorce ou à la réconciliation, j'ai besoin de connaître mes droits et de documenter ce qui se passe. Morrison hocha la tête et sortit un bloc-notes légal neuf. Parlez-moi à nouveau de l'entreprise. Quand l'avez-vous démarrée? Comment a-t-elle grandi? Quel rôle votre femme a-t-elle joué dans cette croissance? Pendant l'heure suivante, nous avons tout passé en revue en détail. L'entreprise de construction que j'avais lancée comme une opération individuelle 6 ans auparavant, avant que Jessica et moi ne soyons mariés. L'expansion progressive, d'abord un employé, puis 5, puis 15. Les contrats qui étaient devenus plus importants et plus lucratifs, la réputation que j'avais bâtie pour un travail de qualité et des dates d'achèvement fiables. Votre femme n'a jamais travaillé directement pour l'entreprise, demanda Morrison. Non, elle est parajuriste dans un cabinet d'avocats du centre-ville. Elle a aidé avec la paperasse au début, mais c'était peut-être 6 mois au total et c'était des choses basiques. Classer, organiser les reçus. Bien. Cela limite sa revendication sur les actifs de l'entreprise. Et la maison? Nous l'avons achetée il y a 3 ans. Les 2 noms sur l'acte, hypothèque conjointe. J'ai probablement fait $60 000 de rénovation moi-même. Nouvelle cuisine, sous-sol aménagé, aménagement paysager, parquet refait. Avez-vous des reçus pour les matériaux? La plupart. Donnez-moi des copies de tout. Plus nous pourrons documenter vos contributions individuelles aux biens matrimoniaux, meilleure sera votre position si cela va en justice. Morrison se pencha en arrière dans sa chaise.
Maintenant, parlons de la situation immédiate. Vous avez mentionné que votre femme a contacté des clients, diffusé des rumeurs sur l'entreprise. Pas directement, mais elle a parlé à leur femme, exprimant son inquiétude quant à mon état mental, suggérant que des problèmes personnels pourraient affecter ma fiabilité professionnelle. Cela pourrait justifier une ordonnance restrictive si cela continue. C'est une ingérence économique dans vos relations commerciales. Je ne veux pas d'ordonnance restrictive contre ma femme. Vous n'aurez peut-être pas le choix si elle continue de miner vos moyens de subsistance. Morrison avait raison, mais l'idée d'intenter une action en justice contre Jessica me semblait franchir une ligne que je n'étais pas encore prêt à franchir. Que dois-je savoir d'autre, demandai-je. Documentez tout. Chaque conversation, chaque interaction, chaque tentative de contact. Tenez un journal avec les dates et les heures. Si elle continue d'interférer avec votre entreprise, nous aurons besoin de preuves. Et si vous vous réconciliez? Vous aurez alors gaspillé de l'argent en frais juridiques, mais vous aurez toujours votre entreprise et vos actifs protégés. Les polices d'assurance ne sont pas seulement destinées aux catastrophes que vous espérez ne jamais voir arriver. Je quittai le bureau de Morrison avec un dossier plein de documents et la tête pleine de stratégies dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Le soleil de l'après-midi me semblait trop lumineux, les bruits habituels de la circulation et des conversations trop forts. Tout me semblait amplifié, comme si le monde avait monté le volume pendant que j'apprenais à me protéger de ma propre femme. Mon téléphone avait été éteint pendant la réunion. Lorsque je le rallumai, 12 messages m'attendaient. 3 de Jessica, de plus en plus paniquée. 2 de ma sœur, un de Pete disant que nous avions perdu le contrat Bradley. Tom Bradley avait décidé de faire affaire avec une autre entreprise, citant l'incertitude quant à notre situation actuelle. Les autres provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas. Mais lorsque je les écoutais, le schéma devint clair. D'autres clients, d'autres contacts professionnels, tous appelaient avec des versions de la même inquiétude. Est-ce que tout allait bien avec l'entreprise? Y avait-il des problèmes financiers dont ils devaient être informés? Était-il vrai que je traversais un divorce difficile qui pourrait affecter les projets en cours? La campagne de rumeurs de Jessica fonctionnait. Elle détruisait systématiquement ma réputation professionnelle tout en se positionnant comme l'épouse inquiète d'un mari instable. Je me suis assis dans mon camion sur le parking du cabinet d'avocat et j'ai appelé Pete. C'est grave, ai-je demandé. Grave, a dit Pete sans mâcher ses mots. Bradley n'était que le premier. J'ai reçu 6 appels aujourd'hui de clients qui demandaient s'ils devaient s'inquiéter pour leur contrat. Le projet Morrison est en suspens en attendant une révision de notre capacité actuelle. Et Jennifer Walsh veut se réunir demain pour discuter si nous sommes toujours la bonne solution pour sa rénovation. Jennifer Walsh était une rénovation de cuisine et de salle de bain de $200 000 qui devait commencer la semaine prochaine. Perdre ce contrat signifierait licencier 3 employés. Pete, je dois te dire quelque chose. J'ai dit. L'entreprise est solide. Nos finances sont saines. Notre capacité est bonne et les problèmes personnels que je rencontre n'affecteront pas nos obligations professionnelles. Je le sais. Mais peu importe ce que je sais, si les clients ne le croient pas, il avait raison. Dans la construction, la réputation était tout. Les clients devaient croire que vous vous présenteriez, que vous feriez le travail et que vous le termineriez à temps. S'ils commençaient à douter de votre stabilité, personnelle ou financière, ils trouveraient quelqu'un d'autre. Que penses-tu que je devrais faire? Pete resta silencieux un instant. Honnêtement, je pense que tu dois soit arranger les choses avec Jessica, soit clairement lui faire savoir que tu continues sans elle. Cette situation d'incertitude nous tue. Les gens ne savent pas quoi penser, alors ils pensent le pire. Et si je ne peux pas arranger les choses avec Jessica? Alors tu dois contrôler le récit avant qu'elle ne détruise tout ce que tu as construit. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. Le dernier message de Jessica était un SMS. Mike, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler de ce que les gens disent. Ça devient incontrôlable. Ce que les gens disaient, pas ce qu'elle disait. Ce que les gens disaient. Comme si les rumeurs se propageaient d'elles-mêmes. Comme si ce n'était pas elle qui les colportait à chaque épouse de chaque client pour lequel j'avais jamais travaillé. Je la rappelai. Dieu merci, dit-elle quand elle répondit. Mike, nous devons arranger ça. Les gens parlent et ça devient fou. Quelqu'un m'a dit que tu avais engagé un avocat spécialisé dans le divorce. Est-ce vrai?
Oui. Le silence s'étendit entre nous. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque l'entendre recaler son approche. Pourquoi, demanda-t-elle finalement. Parce que mon entreprise est détruite par des rumeurs sur mon état mental et notre mariage. Parce que des clients annulent des contrats à cause de commérages sur ma stabilité. Parce que je dois protéger ce que j'ai construit. Je ne propage pas de rumeurs. Alors d'où viennent-elles, Jessica? Comment la femme de Tom Bradley sait-elle que nous avons des problèmes? Comment Jennifer Walsh sait-elle que je pourrais divorcer? Comment des gens que je n'ai jamais rencontrés connaissent-ils des détails sur notre vie personnelle? Je ne sais pas. Peut-être que Danny a dit quelque chose. Ou peut-être que les gens bavardent juste parce que tu as disparu pendant 3 jours. Danny a dit quelque chose à qui? Je ne sais pas. À sa femme, peut-être à d'autres personnes, Mike. Je ne peux pas contrôler ce que Danny dit ou fait. Mais elle pouvait contrôler ce qu'elle disait et faisait. Et elle pouvait arrêter de donner des informations aux femmes de mes clients tout en prétendant s'inquiéter de mon bien-être. Jessica, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dis-je. N'importe quoi. J'ai besoin que tu arrêtes de parler de notre mariage à quiconque est lié à mon entreprise. Plus d'inquiétude pour mon état mental. Plus de discussion de nos problèmes avec les femmes de clients. Plus de suggestions que des problèmes personnels pourraient affecter les relations professionnelles. Je ne fais pas ça. Si, tu le fais. Et ça doit s'arrêter ou je devrais intenter une action en justice pour protéger mon entreprise. Une action en justice contre moi. Si nécessaire. Un autre long silence. Lorsque Jessica reprit la parole, sa voix était froide. Tu ferais vraiment ça? Tu m'emmènerais vraiment au tribunal pour m'empêcher de parler à mes amis? Je t'emmènerais au tribunal pour t'empêcher de détruire mes moyens de subsistance en faisant semblant d'être la victime. Je suis la victime, Mike. Tu m'as quitté. Tu as disparu sans explication. Tu as coupé nos amis, tu as engagé un avocat, et maintenant tu menaces de me poursuivre en justice. Comment ne serais-je pas la victime ici? Parce que les victimes ne passent généralement pas leur temps à saper les relations commerciales de leurs agresseurs. Je ne sape rien. J'essaie de sauver notre mariage. En convainquant tous ceux que je connais que je fais une dépression nerveuse. En essayant d'obtenir de l'aide pour mon mari qui agit comme un étranger. La conversation tournait en rond. Jessica n'allait jamais admettre ce qu'elle faisait, et je n'allais jamais accepter sa version des faits. Nous avions dépassé le point où parler pouvait arranger quoi que ce soit. Je vais le dire une fois de plus, dis-je. Cesse d'interférer avec mon entreprise. Arrête de propager des rumeurs sur mon état mental. Arrête de te positionner comme l'épouse inquiète d'un mari instable. Si tu ne le fais pas, je n'aurai pas d'autre choix que de me protéger légalement. Et si je m'arrête, si je fais tout ce que tu demandes, tu reviendras à la maison. La question me prit au dépourvu un instant. J'essayais de l'imaginer. Retourner à la maison, dormir dans notre lit, faire comme si la semaine dernière n'avait pas existé. Faire comme si je ne l'avais pas vu avec Danny, que je ne l'avais pas entendu me dire de partir, que je ne l'avais pas regardé saper systématiquement tout ce pourquoi j'avais travaillé tout en prétendant m'aimer. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Que veux-tu dire par je ne sais pas? Je veux dire, je ne sais pas si ce que nous avions vaut la peine d'y retourner. Je ne sais pas si tu es capable d'être la femme dont j'ai besoin. Et je ne sais pas si je suis capable d'être le mari que tu veux que je sois. Mike, tu me fais peur. Bien. Peut-être que tu devrais avoir peur. Peut-être que nous devrions tous les deux avoir peur de ce que nous sommes devenus et de ce que nous nous faisons l'un à l'autre. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et je suis resté assis sur le parking alors que le soleil se couchait derrière les bâtiments du centre-ville. Autour de moi, les gens terminaient leur journée de travail, rentrant chez eux retrouver leur famille, leur dîner et leur vie normale qui ne s'effondrait pas en temps réel. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jessica. Je t'aime. S'il te plaît, ne nous lâche pas. J'ai fixé le message longtemps. 3 mots qui auraient dû tout signifier, mais qui, d'une certaine manière, semblaient vides. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est juste un besoin déguisé dans un langage plus joli. Je suis retourné au motel, j'ai commandé des plats chinois à emporter et j'ai étalé les dossiers de mon entreprise sur la petite table. Si Jessica allait détruire ma réputation, je devais la reconstruire plus vite qu'elle ne pourrait la déchirer.
Je devais appeler personnellement chaque client, les rassurer sur la stabilité de l'entreprise et leur faire comprendre que les problèmes personnels que je rencontrais n'affecteraient pas leur projet. Ce serait une longue nuit, mais ça faisait du bien d'avoir un plan, d'agir au lieu de simplement réagir à chaque nouvelle crise que Jessica créerait. Mon mariage était peut-être terminé, mais mon entreprise, ce que j'avais construit de mes propres mains, ce qui employait 15 personnes et soutenait leurs familles, ça valait la peine de se battre. Et si Jessica voulait en faire une guerre, j'étais enfin prêt à riposter. L'appel est arrivé à 2h17 du matin. J'avais dormi peut-être 1 heure, enfin épuisé d'avoir passé des appels aux clients et de gérer les dégâts jusqu'à bien après minuit. Le son strident de mon téléphone a déchiré le silence artificiel de la chambre du motel comme une alarme. Mike. La voix de Jessica était pâteuse, lourde de vin et de larmes. Mike, j'ai besoin que tu rentres à la maison. Je me suis redressé instantanément, alerte. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va mal. Tout s'écroule. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ça. En arrière-plan, j'entendais de la musique jouer doucement. Le genre de chanson mélancolique que les gens écoutent quand ils sont ivres et qu'ils ont pitié d'eux-mêmes. Jessica, tu vas bien? Es-tu blessée? Je ne suis pas blessé. Je suis juste. Je suis tellement fatigué, Mike. Fatigué de me battre. Fatigué que les gens me regardent comme si j'étais une sorte de monstre. Fatigué de faire semblant d'aller bien quand tout s'écroule. Où es-tu? Je suis à la maison. Dans notre maison. Assise dans notre cuisine où tout a commencé. Je bois du vin toute seule parce que mon mari m'a quitté et que mes amis pensent que je suis une personne horrible. J'entendais l'apitoiement sur elle-même dans sa voix, mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à un véritable désespoir. Quels amis, demandai-je. Tous. Sarah ne répond pas à mes appels. Les femmes du tennis m'évitent. Même mes collègues agissent bizarrement, comme s'ils ne savaient pas quoi me dire. Peut-être parce que tu as dit à tout le monde que j'étais en dépression nerveuse. Je n'ai jamais dit ça. La voix de Jessica s'éleva, puis se brisa. J'ai dit que j'étais inquiète pour toi. J'ai dit que tu agissais bizarrement. J'essayais d'obtenir de l'aide, d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait. En sapant mon entreprise. Je n'essayais de saper rien du tout. J'avais peur, Mike. Mon mari a disparu. Ne répondait pas à mes appels. Ne rentrait pas à la maison. Qu'est-ce que j'étais censé penser? Qu'est-ce que j'étais censé dire aux gens quand ils demandaient où tu étais? Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Jessica semblait sincèrement confuse plutôt que manipulatrice. Comme si elle ne comprenait vraiment pas comment ses actions m'avaient affecté, comment sa version de l'obtention d'aide avait presque détruit tout ce pour quoi j'avais travaillé. Tu étais censé réfléchir à pourquoi je suis parti, dis-je. Tu étais censé examiner ton propre comportement au lieu de faire de moi le problème. J'y ai réfléchi, dit Jessica. Et maintenant elle pleurait. J'y ai réfléchi sans arrêt. À Danny, à ce que tu as vu, à ce que je t'ai dit. Et tu as raison. D'accord. Tu as raison. Je me suis trompé. L'aveu me prit au dépourvu. En 8 ans de mariage, Jessica avait rarement admis s'être trompée sur quelque chose d'important. Trompée sur quoi? Sur Danny. Sur la façon dont je te traitais? Sur le fait de te dire de partir. Elle prit une inspiration hésitante. J'étais en colère cette nuit-là. En colère que tu me questionnes. En colère que tu me fasses sentir que je faisais quelque chose de mal alors que je pensais juste avoir une conversation avec un ami. Ce n'était pas juste une conversation. Je le sais maintenant. Je sais comment ça a paru, comment ça t'a fait sentir. Et je sais que Danny, lui, n'était pas juste amical. J'étais naïve. Ou peut-être que j'étais volontairement aveugle, mais je sais maintenant qu'il voulait plus qu'une amitié. Que s'est-il passé? Il te l'a dit? Jessica resta silencieuse un instant et je l'entendis prendre un autre verre. Il est venu me voir hier. Elle a dit finalement, après que tu lui aies dit de rester à l'écart. Il était en colère. Il a dit que tu étais contrôlant et jaloux. Il a dit que je méritais mieux qu'un mari qui ne me faisait pas confiance. Et puis il m'a embrassé. Les mots frappèrent comme un coup physique. Je m'étais douté que cela en arriverait là, j'avais vu la façon dont Danny regardait Jessica,
la façon dont il se positionnait comme son défenseur contre ma jalousie déraisonnable. Mais l'entendre confirmer me fit toujours l'effet d'un coup de poing dans le ventre. « Que as-tu fait » Je l'ai repoussé. Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que quoi que je ressente, quels que soient les problèmes que nous avions, toi et moi, ce n'était pas la solution. Mais tu as été tenté. Encore un long silence. Oui. Pendant environ 10 secondes, j'ai été tenté, parce qu'il me disait que j'étais belle et désirable et que je valais la peine d'être combattue, et mon mari était parti depuis 3 jours sans me dire s'il allait rentrer un jour. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de comprendre ce qu'elle me disait. Jessica avait été tentée de tromper. Elle était à 10 secondes d'embrasser un autre homme, mais elle avait finalement choisi de ne pas le faire. Était-ce censé me faire me sentir mieux ou pire ? Pourquoi me dis-tu ça ? Ai-je demandé. Parce que je veux que tu saches la vérité. Toute la vérité. Je veux que tu saches que j'ai fait des erreurs, que j'ai laissé Dany se rapprocher trop, que j'étais en colère et blessé, et que j'ai tout géré de travers. Mais je veux aussi que tu saches que, au final, quand j'ai dû choisir, j'ai choisi notre mariage. Tu as choisi notre mariage après m'avoir dit de partir si je n'aimais pas la façon dont tu me traitais. J'étais en colère quand j'ai dit ça. J'avais l'impression que tu me traitais comme une enfant, que tu ne me faisais pas confiance pour avoir des amis, que tu pensais que j'étais une sorte de possession que tu pouvais contrôler. Et maintenant ? Maintenant je comprends que tu n'essayais pas de me contrôler. Tu essayais de protéger notre mariage de quelqu'un qui essayait activement de le détruire. Je me suis assis sur le bord du lit du motel, essayant de comprendre ce que je ressentais après la confession de Jessica. Une partie de moi était soulagée qu'elle ait enfin admis la vérité sur Dany, qu'elle ait reconnu son rôle dans ce qui s'était passé, mais une autre partie de moi était en colère que cela lui ait pris une semaine et une quasi-affaire pour comprendre ce qui aurait dû être évident depuis le début. Jessica, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, d'accord ? Si je n'étais pas entré cette nuit-là, si je ne t'avais pas confronté à propos de Dany, jusqu'où cela serait-il allé ? Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Je ne sais pas, dit-elle finalement. Je veux dire que rien ne se serait passé, que j'aurais réalisé ce qui se passait et que je l'aurais arrêté avant que ça n'aille trop loin. Mais honnêtement, je ne sais pas. J'étais seul et Dany me prêtait attention d'une manière qui me faisait du bien. Et je ne pensais pas clairement à ce que cela signifiait ou où cela menait. Au moins, elle était honnête. Ça ne me faisait pas me sentir mieux, mais c'était honnête. Qu'est-ce que tu veux de moi, Jessica ? Je veux que tu rentres à la maison. Je veux qu'on arrange ça. Je veux qu'on redevienne les personnes qu'on était avant que tout ne devienne si compliqué. On ne peut pas revenir en arrière. Trop de choses se sont passées. Trop de choses ont été dites. Trop de dégâts ont été faits. Alors allons de l'avant. Trouvons comment être meilleurs que nous ne l'étions. Je voulais la croire. Une partie de moi voulait monter dans mon camion à ce moment-là, rentrer à la maison et faire comme si la semaine dernière n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais la partie rationnelle de mon cerveau, la partie qui me protégeait depuis le début de cette histoire, savait que ce n'était pas si simple. Et mon entreprise, demandai-je. Et les rumeurs, les contrats perdus, les dégâts à ma réputation ? Je vais arranger ça. J'appellerai tous ceux à qui j'ai parlé. Expliquer que j'étais contrarié et effrayé et que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je ferai comprendre que tu vas bien, que l'entreprise va bien. Que les problèmes que nous avons sont personnels et n'affecteront pas tes relations professionnelles. Et Dany est complètement hors de nos vies. Pas de contact, pas d'amitié, rien du tout. Juste comme ça. Juste comme ça, Mike. Il a essayé de briser notre mariage. Il m'a manipulé pour me faire croire que tu étais le problème tout en se positionnant comme la solution. Je le vois maintenant et je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je la croyais à propos de Dany. La douleur dans sa voix quand elle parlait de sa trahison semblait sincère. Mais la croire à propos de Dany ne réparait pas automatiquement tout le reste. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Combien de temps ? Je ne sais pas. Ce n'est pas seulement à propos de Dany. Jessica. C'est à propos de la façon dont tu as géré toute la situation. La façon dont tu m'as fait me sentir comme un étranger dans ma propre vie. La façon dont tu étais prête à détruire ma réputation pour protéger ta version des événements. Je sais. Et je suis désolé.
Je suis tellement désolé, Mike. Je sais que j'ai fait des erreurs et je sais qu'il faudra du temps pour arranger les choses entre nous, mais je t'aime et je veux essayer. Je t'aime aussi, dis-je. Et je le pensais. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la colère, la douleur et la trahison, j'aimais toujours ma femme. Mais l'amour ne suffisait pas à réparer ce qui était brisé entre nous. Alors, tu y penseras? À rentrer à la maison. J'y penserai. Merci. C'est tout ce que je peux demander. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la chambre sombre du motel pendant longtemps, essayant de trier mes sentiments. Jessica m'avait enfin dit la vérité sur Danny, sur sa propre tentation, sur les erreurs qu'elle avait commises. Elle avait admis qu'elle avait tort et avait promis de réparer les dégâts qu'elle avait causés à mon entreprise. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Cela aurait dû ressembler à des progrès. Au lieu de cela, cela ressemblait à trop peu, trop tard. Parce que la vérité était que, même si Jessica réparait tout, même si elle appelait chaque client et expliquait qu'elle s'était trompée sur moi, même si elle coupait Danny de nos vies complètement, même si elle passait l'année suivante à prouver qu'elle était engagée dans notre mariage. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire confiance à nouveau. Non pas parce que je pensais qu'elle me tromperait, mais parce que j'avais vu à quelle vitesse elle pouvait se retourner contre moi quand les choses devenaient difficiles. J'avais vu à quel point elle était prête à se protéger à mes dépens, avec quelle facilité elle pouvait rationaliser un comportement qui me blessait tant que cela servait ses besoins. La femme que j'avais épousée ne m'aurait jamais dit de partir si je n'aimais pas la façon dont elle me traitait. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais accepté les avances d'un autre homme pendant que je travaillais pour nous. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais miné mon entreprise tout en prétendant s'inquiéter de mon bien-être. Peut-être que les gens changent. Peut-être que le stress d'un long mariage et la routine de la vie quotidienne nous avaient transformés en des personnes que nous ne reconnaissions pas. Ou peut-être que je voyais enfin Jessica clairement pour la première fois, sans les lunettes roses de l'amour et de l'espoir et la supposition qu'elle avait mes meilleurs intérêts à cœur. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis resté allongé dans l'obscurité, pensant aux choix et aux conséquences, à l'amour et au respect, à la différence entre le mariage que j'avais cru avoir et le mariage que j'avais réellement. Au matin, j'avais pris ma décision. Ce n'était pas la décision que j'avais espéré prendre quand tout cela avait commencé. Ce n'était pas la décision qui rendrait tout le monde heureux ou réparerait tout ce qui était brisé. Mais c'était la décision qui me semblait juste, la décision qui honorait à la fois ce que Jessica et moi avions construit ensemble et ce que nous avions détruit. Je l'ai appelée à 8 heures. Je veux rentrer à la maison, dis-je quand elle répondit. Mais pas pour le mariage que nous avions avant. Si nous allons faire ça, nous allons le faire correctement. Thérapie, honnêteté totale, nouvelles limites, nouvelles attentes. Nous allons reconstruire ça de zéro ou nous ne le ferons pas du tout. Oui, dit Jessica immédiatement. N'importe quoi. Tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Je veux juste que tu rentres à la maison. Et Jessica, si jamais, et je dis bien jamais, tu me fais encore sentir comme un étranger dans ma propre vie, je pars. Pas de discussion, pas de seconde chance, pas d'arrangement. Je pars. Je comprends. J'espère que oui, car je ne suis plus l'homme qui est parti de cette maison il y a une semaine. Je ne me laisserai pas prendre pour acquis. Je ne me laisserai pas manquer de respect et je ne me laisserai pas faire croire que j'en demande trop quand je demande une loyauté fondamentale à ma femme. Je sais. Je comprends. Mike, je vais passer le reste de notre mariage à te prouver que je mérite une autre chance. Peut-être qu'elle le ferait. Peut-être qu'elle tiendrait ses promesses et réparerait les dégâts et deviendrait la femme dont j'avais besoin. Peut-être que nous regarderions en arrière cette semaine comme la crise qui a sauvé notre mariage au lieu du début de sa fin. Ou peut-être découvririons-nous que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être remises ensemble, peu importe à quel point les deux personnes veulent qu'elles fonctionnent. Mais j'étais prêt à le découvrir, non pas parce que j'étais sûr que nous pouvions y arriver, mais parce que je le devais à 8 ans d'histoire et à l'amour que nous avions partagé pour essayer une fois de plus. J'ai fait mes quelques affaires et j'ai quitté le motel. En roulant vers la maison, vers chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une semaine. L'espoir. Un espoir prudent, réservé, réaliste que peut-être, juste peut-être, nous pourrions construire quelque chose de mieux à partir des décombres de ce que nous avions perdu. La porte était déverrouillée quand je suis arrivé. Jessica attendait dans la cuisine, là où tout cela avait commencé. Elle avait l'air terrible.
des yeux rouges, une peau pâle, des cheveux qui n'avaient pas été lavés depuis des jours. Mais quand elle me vit, son visage s'illumina d'un sourire qui me rappela la femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant. « Bienvenue à la maison », dit-elle. Je posai mon sac et regardai autour de la cuisine, l'îlot où je l'avais trouvé avec Dany, les verres de vin qui avaient tout déclenché. La vie que nous allions essayer de reconstruire. Nous avons beaucoup de travail à faire, dis-je. Je sais, mais nous le ferons ensemble. Elle s'approcha de moi hésitante, comme si elle n'était pas sûre que j'accueillerais son contact. J'ouvris les bras et la laissai venir à moi. La laissai me serrer comme si elle craignait que je ne disparaisse à nouveau. Peut-être que oui. Peut-être que ce n'était qu'un répit temporaire avant la fin inévitable. Mais pour l'instant, pour ce moment, nous étions tous les deux prêts à essayer. Et parfois, essayer est tout ce que vous pouvez faire.